Selon le dernier rapport des Nations Unies sur le sida, ONU-SIDA, publié le 26 novembre dernier, eh bien, le constat sur l'avancée dans la lutte contre le VIH à l'échelle mondiale est aussi optimiste qu'alarmant, alors que des progrès notables ont été réalisés dans certains pays, notamment en Afrique subsaharienne, épicentre de la maladie. Eh bien, si l'objectif reste toujours de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique à l'horizon 2030, de nombreux obstacles persistent entre inégalité d'accès aux soins et discrimination. Le rapport intitulé, je cite, « Suivons le chemin des droits » met en avant la nécessité de garantir les droits humains pour éradiquer cette pathologie. Yasmine Damata, bonjour. Bonjour, Rodrigue Emon Amégan. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous recevoir sur Ceinture 7. Un plaisir toujours partagé, vous le savez très bien. Avec vous donc aujourd'hui, on parle des droits humains pour les personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Oui. On va en parler ce soir avec mon invité, notre invité qui est sur ce plateau. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes vivant avec le VIH-Sida et de leurs droits. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, ce mois-ci, nous célébrons la 36e édition de la lutte contre le sida. Et c'est idéal qu'on puisse parler de ces droits, puisque le thème aujourd'hui, c'est suivant le chemin des droits. Et pour suivre le chemin des droits, nous avons sur ce plateau Larissa Zomassi. Elle est assistante juriste à Plan International Bénin. Elle est chargée elle est sur les sites de prise en charge, voilà, des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Bonjour madame. Bonjour Madame Yasmine, bonjour Monsieur Eman. Bonjour. Alors j'espère que vous vous portez bien, que vous nous apportez de très belles informations par rapport à ces personnes vivant avec le VIH/SIDA. Absolument, je vais bien et je vais pouvoir vous informer sur cette question-là. Le thème déjà c'est suivant les chemins des droits et nous voudrions bien savoir en quoi c'est essentiel réellement le respect des droits dans la lutte contre le VIH/SIDA. D'accord, je vous remercie. Déjà, il faut donner une petite notion des droits de l'homme. Rappelons un peu que les droits de l'homme, encore appelés droits humains, ce sont des droits fondamentaux dont tous les êtres humains disposent, puisqu'ils sont des humains simplement. Et ces droits sont là pour garantir la dignité de l'être humain, pour garantir la sécurité et la liberté de l'être humain. Et donc, dans ce sens-là, les droits sont essentiels pour la prise en charge, du VIH/SIDA, puisque ça contribue à réduire la vulnérabilité des populations au VIH/SIDA. Et donc, s'il n'y a pas le respect des droits humains, il y aura une plus grande croissance des vulnérabilités et donc plus ça va accroître plutôt la pandémie. Donc le respect est essentiel, le respect des droits humains est essentiel pour contribuer à réduire les Et en clair, quels sont ces obstacles au respect du droit de ces personnes? D'accord. Il faut dire que les obstacles principaux sont liés à la stigmatisation et à la discrimination. Ce sont deux barrières principales qui entravent l'accès à la santé des personnes vivant avec le VIH. Et disons un peu ce que c'est que la stigmatisation. La stigmatisation, c'est, comme l'ONU-SIDA le définit, c'est le fait de ne pas considérer l'autre à cause d'une caractéristique particulière. Donc, dans notre cas ici, c'est le VIH, la maladie du VIH-SIDA. Et la discrimination, c'est la conséquence directe de cette discrimination. Généralement, ça se traduit par des actions, des actes illégaux et injustes à l'endroit de ces personnes vivant avec le VIH. Et donc, ce sont des barrières qui entravent vraiment l'accès de ces personnes-là, puisque une fois dans les services de santé où elles ont peur d'aller vers les services de santé parce qu'elles craignent cette discrimination, cette stigmatisation, ou encore dans leur milieu de vie, dans leur environnement proche, les familles, la société, le travail, il y a toujours ces cas de rejet, il y a toujours ces cas d'injures qui
empêche. Mais en vrai, c'est quand on connaît le statut de la personne qu'on est enclin à lui tenir des propos par rapport à son statut. Oui, mais comment ces personnes subissent des stigmatisations si on sait qu'on ne révèle pas, même le médecin ne donne pas leur statut? C'est vrai qu'à l'hôpital, ça peut venir quand on sait qu'il vient pour tel. Mais comment dans la vie active, comment ces personnes peuvent réellement être stigmatisées puisqu'on ne connaît pas au préalable le statut? D'accord. Il faut dire que le statut, effectivement, n'est pas révélé, mais il est dit que ce soit révélé, et le statut peut être soupçonné. Même le fait de soupçonner le statut de quelqu'un et de lui de perpétrer des actes de stigmatisation, de discrimination à son encontre est déjà préjudiciable et déjà réprimé par la loi. D'accord. Donc, il faut... les actes peuvent ne pas être... le soupçon est déjà réprimé. Donc, pour donner un exemple, le cas d'une dame qui vient en consultation et qui vient rencontrer quelqu'un d'autre au niveau du service de prise en charge. Et cette personne la reconnaît comme étant... Bon, elle ne sait pas exactement si elle est PVVH ou pas, ce qu'elle est venue chercher sur le site de prise en charge ou à l'hôpital. Mais déjà, ça donne un soupçon, d'accord, sur son état de sérologie. Et cela déjà peut constituer, et généralement ça constitue déjà même des faits de discrimination, de stigmatisation à l'endroit de cette personne-là. Parce que quand cette personne quittera là, elle pourra aller dire en famille ou en société, ah, j'ai vu telle personne sur le site, et je suis sûre, je soupçonne qu'elle est PVVH. Et les dégâts commencent déjà par là. Alors, comment garantir l'accès aux soins à ces personnes, puisque déjà il y a une stigmatisation, il y a une discrimination. Comment réellement garantir l'accès aux soins à ces personnes? Puisque les soins sont là, les ARV sont disponibles là maintenant, c'est pas comme les autres années, mais comment leur garantir cet accès où ils ne seront pas stigmatisés réellement? L'accès aux soins... Le respect des droits est important. Et ce que nous faisons, c'est de pouvoir sensibiliser. Donc, ça passe par la sensibilisation, en fait. De qui? De toutes les populations? De toutes les populations. Tous ceux qui sont sur ces sites? Notre travail actuel, c'est de toutes les populations. La sensibilisation se fait à l'égard de toutes les populations, qu'elles soient PVVH ou non PVVH. Mais nous accentuons nos séances de sensibilisation sur les personnes vivant avec le VIH et les populations clés pour pouvoir vraiment les sensibiliser sur ce que c'est que leurs droits. C'est la connaissance, l'information est importante pour aider à vraiment réduire ces stigmatisations-là. Donc, nous faisons vraiment de la sensibilisation, de l'information et tout ça. Alors, Madame Zomassi, selon le rapport de ONU-SIDA, il n'y a que les travailleuses du sexe, les minorités, quand je parle des minorités, je parle des homosexuels, des personnes transgenres, sont largement exclues des systèmes de santé dans de nombreux pays en raison donc de la criminalisation de leur comportement. Les questions des minorités ne sont pas toujours évidentes dans tous les pays et l'approche n'est pas la même d'un pays à un autre. Au Bénin, quelle est la situation dans notre pays, le Bénin? Je vous remercie. Il faut dire que les personnes vivant, les populations clés, les HSH, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les PS, les professionnels de sexe et les transgenres, les populations clés définies par le Bénin, il est vrai que les droits, il n'y a pas de loi spécifique protégeant leurs droits, mais ce sont tous des êtres humains et à ce titre, ils bénéficient de la protection de la Constitution et de tous les autres instruments juridiques. Ils sont traités comme les PVVH. Ils sont des êtres humains. Et donc, à ce titre-là, leur dignité aussi est garantie. Leur dignité est garantie et ils ont aussi accès aux soins de santé. Il est vrai qu'ils subissent plus. Effectivement, ils sont plus confrontés aux questions de stigmatisation et de discrimination.
Mais il faut dire qu'il y a des avancées quand même qui se font sur ce terrain-là pour les aider réellement. Lesquelles? Il y a beaucoup de séances de sensibilisation déjà. Nous sensibilisons la population elle-même déjà, qui aussi s'auto-stigmatise. Mais avec les sensibilisations, il y a beaucoup plus d'estime de soi. Ils arrivent à vraiment se révéler. Et ils arrivent à aller plus facilement sur les services et sur les sites de prise en charge. Il y a aussi l'accueil. Nous avons développé au fil des années l'accueil, d'accord, dans les sites de prise en charge. Voilà. Il y a eu beaucoup de formations quand même au niveau des personnes du personnel sanitaire. Aussi bien tous les acteurs de prise en charge qui travaillent sur les sites de prise en charge ont reçu quand même assez de formations pour vraiment recevoir et accueillir correctement ces populations-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste toujours des poches de résistance, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a quand même beaucoup a été fait sur ce plan-là. La plupart du temps, on se rend compte qu'il y a un conflit entre, je dirais, l'approche, d'accord, la conception de certaines personnes sur ces minorités-là et le travail professionnel que ces gens-là doivent faire. Pour faire simple, la question des minorités est encore très sensible, chacun a sa conception sur la question. Tout le monde ne les porte pas, tout le monde ne les accepte pas. On continue la sensibilisation pour que leurs droits soient respectés. Comment est-ce que justement vous faites pour que ces personnes-là qui sont davantage stigmatisées soient acceptées par ce corps médical qui est censé justement leur apporter le soutien logistique, matériel, médical qu'il faut? Là, nous sommes sur le plan juridique. La question, elle est beaucoup plus liée aux professionnels. Puisque nous sommes des professionnels, chacun dans son domaine. Et sur ce plan-là, nous devons assurer le travail qui est le nôtre. Et je pense que c'est dans ce sens que nos formations vont le plus souvent. Les convictions personnelles et autres sont mises de côté pour assurer le service qu'il faut aux personnes qui sont dans le besoin, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le genre, quelle que soit l'identité de genre, nous assurons le service avec professionnalité et c'est le plus important. Mais est-ce qu'il y a une sanction? Par exemple, si on cite si une professionnelle de la santé manque de respect ou ne respecte pas le côté, je dirais pas sacré, le côté privé de la vie de ce PVVH, est-ce qu'il y a une sanction? Il y a des sanctions disciplinaires sur tous les sites de prise en charge. Il y a des sanctions disciplinaires, mais il y a toujours des procédures. Lorsque des cas de ce genre sont révélés ou bien sont avérés, on dira que sont avérés, nous faisons référence au prescripteur, au directeur ou bien à la directrice du site de prise en charge, parce qu'il y a toujours un responsable de site de prise en charge qui s'occupe de ces cas-là, parce que c'est la hiérarchie en fait qui s'occupe de cela. Alors, dans la conception populaire aujourd'hui, est-ce que la question du VIH est de plus en plus, je dirais, est de plus en plus acceptée? C'est-à-dire, autant par le passé, il y a quelques années en arrière, on pouvait être frileux vis-à-vis des PVVIH. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps, le développement de la science, la disponibilité des antirétroviraux, est-ce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus... je veux dire, on a moins peur des PVVIH où la peur est toujours évidente. Je veux même ajouter, Edmond, est-ce que ces PVVIH déjà acceptent qu'ils sont réellement dans de telles conditions au point où, quand on leur dit vous êtes PVVIH, ils n'ont pas peur? Il faut dire que la peur de la maladie, elle est toujours présente. On ne peut pas la nier. C'est pourquoi un travail... Il y a beaucoup de services au fait dans la prise en charge, dont déjà le service psychologique aussi. Dès que la personne est informée de son statut, il y a toute
un paquet de prise en charge, et dont la prise en charge psychologique, la prise en charge, le TP, l'éducation thérapeutique et tout. Tout ça pour aider la personne à accepter la maladie. Accepter la maladie. Maintenant, pour ce qui est de l'environnement proche, nous conseillons toujours de voir vraiment les personnes qui sont en mesure d'accompagner, en mesure de garder le secret avec la personne vivant avec le VIH. Parce que tout le monde n'est pas en mesure de recevoir cette... Les gens ont toujours peur de la maladie, ça il faut le dire. La population a toujours peur de la maladie, pas manque d'informations. Pas manque d'informations. Donc nous préconisons souvent à la personne vivant avec le VIH de vraiment faire attention à divulguer le statut, à révéler le statut à quelqu'un d'autre, que ce soit un membre de sa famille, un ami ou une personne tierce quand même. Il faut toujours prendre des précautions pour le faire. Est-ce qu'une discrimination à l'endroit d'un PV-VIH est pénale? C'est passible de sanction quand cette dernière se plaint? Absolument. Et dans ce cadre-là, nous avons le gouvernement, au travers de Plan International Bénin, offre des services juridiques et judiciaires dont je suis âgée sur ce projet-là. Et au travers de ces services, nous offrons des services juridiques de sensibilisation, de consultation, d'accord, sur les questions de droit et aussi d'accompagnement judiciaire. Lorsque nous sommes face à des faits d'injure, par exemple, d'accord, l'injure, c'est un délit, c'est prévu par notre loi pénale et c'est aussi prévu par la loi 2005-31 du 10 avril 2006 que nous utilisons dans la lutte contre le VIH-Sida. Et donc, l'injure est passible de sanction pénale et nous pouvons nous accompagnons d'ailleurs la personne victime dans les instances de prise de décision et de répression. Et voilà un peu. Alors, vous avez dit que vous travaillez sur un site de prise en charge. Est-ce que ces sites, c'est des sites à part ou bien on a toute la population qui a accès à ce site, ou c'est un site consacré qu'au PV-VIH? Non, ce n'est pas des sites consacrés. Par exemple, moi, je suis au CNHU. Le CNHU, c'est un grand... Et vous savez qu'il y a plusieurs types de services au niveau du CNHU. Donc, ce n'est pas des sites spécifiquement dédiés à des personnes vivant avec le VIH. Alors, quel est le mécanisme mis en place réellement pour garantir l'accès aux soins, l'équité déjà aussi à ces personnes qui vivent avec le VIH, de sorte à ce que réellement le respect des droits peut réellement aboutir à d'ici 2030, la fin de cette pandémie? C'est essentiellement les questions, la sensibilisation sur les questions liées au VIH. Et c'est important, la sensibilisation et l'information sur les droits de l'homme liés au VIH. C'est essentiellement cela. Alors, un message à l'endroit des gouvernants et de ces personnes, de ces populations également clés. D'accord. À l'endroit des gouvernants, nous demandons que la loi 2005-31 du 10 avril 2006 que nous utilisons, qui est actuellement en révision, puisse être votée. Nous demandons au Parlement de bien vouloir voter cette loi-là. C'est quoi le contenu? C'est quelle sanction déjà? De la loi. Oui, le contenu de cette loi. C'est une loi qui porte prévention et prise en charge des personnes vivant avec le VIH en République du Bénin. Et donc, à l'endroit des jeunes et de la population en général, nous allons demander d'avoir de la bienveillance, d'accord, à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Nous sommes tous des êtres humains, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que nous avons, nous avons tous des droits et c'est ce que nous pouvons dire. À l'endroit de la société civile, nous allons aussi demander que les plaidoyers aussi continuent à l'endroit des décideurs Merci beaucoup, Madame Larissa Zomassi. Je rappelle que vous êtes assistante juridique à Plan International Bénin et vous travaillez sur un site de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Merci beaucoup de nous avoir informés par rapport aux droits de ces personnes, à ce que subissent ces personnes dans leur quotidien. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, les PV-VIH sont parmi nous. N'ayons pas aussi peur de la maladie qu'il faut. Il faut plutôt plus s'informer sur la maladie pour savoir comment l'aborder, comment aborder ces personnes. Ce sera tout, Raymond.
Merci. Allez, Yasmine, on se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. Merci également à vous, Madame Zomassi, pour toutes ces informations concernant les droits des personnes vivant avec le VIH. Toute personne est détentrice de droits et de devoirs également, mais pour cette population-ci, pour ces personnes clés qui vivent avec une pathologie, malheureusement, à leur corps défendant, ils ne l'ont pas choisi, eh bien, il faut pouvoir respecter leurs droits afin que ces personnes-là se sentent intégrées à part entière dans la société. 5 sur 7 matin. À suivre dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures sur 5 sur 7 matin. Évidemment, le forum de discussion qui portera sur la COPSER, sur la désertification. Nous serons avec Alain Tosno, William Apollinaire Tchou, qui est évidemment le responsable média de la Convention des Nations Unies sur la désertification. Il va intervenir en direct de Riyad. Nous vous parlerons tout à l'heure du recyclage des déchets. Les ordures sont de l'ordure. Vous allez comprendre pourquoi. On sera également plus tard avec Marcel Candé-Grinvy. Il est le président de l'association des journalistes, évidemment, sur les questions de handicap. On sera là tout à l'heure pour parler de la Journée internationale des personnes handicapées, des avancées notables au Bénin. Mardi, environnement à présent s'installe chez vous.